Bonjour et bienvenue dans ce webinaire organisé par l'association InSitu. InSitu est une association qui facilite en fait qui facilite différents outils, qui facilite différents espaces de concertation entre associations et collectifs citoyens engagés dans des projets de transition agroécologique ou écologique et sociale, qui souhaitent renforcer leurs projets stratégiques et leur modèle économique et sociale. Donc, ce webinaire a pour objectif de vous présenter un outil en particulier qui est un tableur de planification budgétaire en équipe que nous avons conçu et renforcé par l'expérience. Alors, ce tableur n'a pas vraiment de nom. Pour l'instant, on l'appelle le tableur. Certainement, il faudra qu'on lui donne un petit nom. Mais en attendant, vous pouvez le nommer ainsi, le tableur d'In situ. Voilà. Je voudrais vous rappeler, ou pour ceux qui le savent déjà, ou vous indiquer quelle a été la genèse de conception de ce tableur. Ensuite, je vous présenterai comment vous pouvez y accéder à partir de la plateforme YesWiki de l'association InSitu. Et enfin, je vous ferai une démonstration et à ce moment-là, n'hésitez pas à indiquer vos questions et on pourra bien sûr interagir. Il faut que ce webinaire soit le plus pratique possible. On est sur un niveau initiation, ce qui explique en fait que je vais rester sur des fonctionnalités de base. Et l'idée, c'est d'organiser un webinaire perfectionnement dans un délai à définir ensemble, qui permette entre les deux de pouvoir pratiquer un petit peu sur le tableur et du coup de faire venir d'autres questions ou des questions d'approfondissement. Voilà. J'en dirai pas plus. Pour démarrer sur la genèse, ce qu'il faut savoir, c'est que personnellement, j'ai accompagné à une époque. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a quelqu'un qui a son micro. Alors, ouais, c'est Jessica, voilà. Non, c'est pas Jessica. Vincent, peut-être. Coupez le son. Non? Oui, ça avait l'air d'être Vincent. Ok, je crois qu'on y est arrivé. Bien sûr, coupez vos micros. Donc la genèse de la création de ce tableur, c'est que à titre personnel, j'ai accompagné pas mal d'associations dans la consolidation de leur modèle économique et la construction de prévisions budgétaires pour différents scénarios de développement, notamment par rapport à des embauches. Et je ne sais pas si c'est votre cas, ou en tout cas si vous avez, en tant qu'accompagnateur, parce que je vois qu'il y a des DLA par exemple, déjà eu rencontré ce cas. Quand je demandais par exemple quel est votre budget prévisionnel, souvent, on me disait, ben, en fait, j'ai un fichier Excel, mais il n'est pas à jour parce que ça dépend d'autres fichiers Excel qui sont liés à des demandes de financement que j'ai pas forcément mis à jour. Et du coup, je dois d'abord mettre à jour les autres fichiers Excel pour pouvoir ensuite mettre à jour le budget global. Et donc, du coup, cet éclatement entre différents fichiers du budget rendait assez complexe l'identification, on va dire, de la situation générale de l'année à venir, en tout cas de la construction budgétaire de l'année à venir. Et donc, du coup, une fois que j'avais accès à un document, je m'apercevais que souvent, c'était des choses qui étaient assez complexes, qui renvoyaient à d'autres tableurs avec des calculs, parfois juste des chiffres qui permettaient pas trop de retrouver l'historique de comment ça avait été calculé. Donc, du coup, en cas de turnover, imaginons quelqu'un entre en maladie, etc., une personne prend la relève, très difficile de s'approprier, de prendre en main l'outil sans avoir d'explication, de texte à côté, etc., etc. Donc, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que de façon très empirique, pour mes propres usages de directrice d'association, à l'époque, avant d'accompagner d'autres associations, j'avais créé un outil et j'avais transféré cet outil à différentes associations accompagnées. Et cet outil concentrait en un même tableur toute la logique de la construction budgétaire. Et il s'avère que les retours étaient très positifs, à tel point que du coup, j'ai eu différentes sollicitations hors de mon territoire, auxquelles ben, j'avais pas toujours la possibilité de répondre. Et donc, du coup, ce que j'ai proposé, c'est de transférer ce tableur à l'association In situ pour en faire un commun
Donc, qu'est-ce que ça veut dire un commun? C'est que c'est un logiciel libre avec une licence EUPL, qui est une licence européenne qui garantit l'usage libre de l'outil. Qu'est-ce que ça veut dire un usage libre d'un logiciel? Ça veut dire qu'on a accès librement aux codes sources qui permettent de développer les différentes fonctionnalités de l'outil. Par contre, si une structure utilise l'outil avec ses propres données économiques, évidemment, les données ne sont pas libres. Ce sont les données de l'association qui les utilise, qui utilise le tableur, pardon. Donc, en transférant ce tableur à l'association In situ, l'idée c'était de dire, essayons d'augmenter la robustesse de ce que moi j'avais créé par des développements informatiques appropriés, notamment le schéma classique, c'est que dès qu'on est sur un fichier Excel ou LibreOffice et qu'on a des formules, si on rajoute des colonnes, des lignes, parfois l'intégrité des formules est perturbée et donc on s'y retrouve plus trop et parfois il y a des calculs qu'il faut faire en faisant appel d'un onglet à un autre qui, si on insère des lignes ou des colonnes, peuvent être modifiés. Donc du coup, l'idée, c'était de pouvoir renforcer la robustesse de l'outil de telle sorte qu'il puisse être utilisé en autonomie, indépendamment de moi ou indépendamment de l'association In situ. Et donc, pour ce faire, on a financé un développeur informatique grâce à une subvention privée, donc de la Fondation Crédit Coopératif et de l'Institut français du monde associatif, mais aussi une subvention FDVA. Et du coup, le développeur Jérémy a travaillé sur différentes améliorations. Au départ, des améliorations qui sont très strictes, c'est-à-dire on met en place quelques macros pour faciliter l'existant ou augmenter la robustesse de l'existant. Et ensuite, ce qui a été fait, c'est créer un cercle promoteur d'une dizaine de dirigeants associatifs et à partir de là, tester l'outil et essayer d'augmenter les fonctionnalités. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui a été créé de façon incrémentale, qui est un outil libre que vous pouvez utiliser gratuitement, télécharger, et vos données sont par contre propriétaires, c'est les vôtres. Ce qu'il faut retenir également, c'est que c'est un outil qui est en constante amélioration. Donc, ça veut dire que si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent pas ou qui sont améliorables, il y a un espace de documentation pour le faire remonter. Et nous, en fait, vu que c'est du libre, on n'a pas les moyens pour tout aborder d'un coup. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on définit un ordre de priorité et à partir de l'ordre de priorité, on enclenche les développements. Donc, parfois, ça peut prendre un peu de temps. Ça dépend des moyens qu'on arrive à capter pour améliorer l'outil. Mais l'idée, c'est vraiment que ce soit quelque chose de très incrémental pour que ce soit adapté à l'usage. Voilà. Euh, on en est à la version 2.3. Avant la version 2.3, sauf erreur, il y a une version 1.15. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup de versions et qu'à chaque fois, donc, ça s'est fait par aller-retour successif avec les testeurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en est à une phase d'élargissement de l'usage. Et du coup, c'est selon nous quelque chose d'utile à faire connaître. Et à terme, ce qu'on souhaite mettre en place, ça n'est pas encore le cas, mais on souhaite mettre en place des relais d'accompagnement. Si ce tableur parle à, je sais pas moi, des DLA ou des structures qui sont qui sont actives dans le guide asso des départements ou des régions, qu'on puisse entre guillemets labelliser des formateurs relais pour accompagner d'autres associations dans d'autres territoires que le nôtre à l'usage de cet outil. Voilà. Maintenant, je vais passer de façon plus concrète à la présentation de l'outil. Alors, je vais remettre dans le chat de Zoom le lien du site internet YesWiki de l'association In situ et on va tous s'y rendre. Donc, je vais partager mon écran et on va regarder en même temps. Hop, voilà. Vous avez une présentation du projet qui s'appelle Vers des communs de gestion associative dans lequel s'inscrit la conception et l'amélioration de ce tableur. Vous lirez certainement avec attention que ce projet Vers des communs de gestion associative in fine, vise à lutter contre l'isolement et pour l'amélioration des conditions de vie au travail des dirigeants associatifs. Alors, ce n'est pas l'objet de ce webinaire d'en parler,
mais sachez que In-situ travaille sur différents outils, on va dire cadres d'échange, conduit également une recherche-action sur la question de la santé au travail des dirigeants associatifs. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre notamment sur le séminaire santé des dirigeants. Vous pouvez vous rendre également sur le menu webinaire. Vous avez pas mal de replays de choses qu'on a déjà organisées. Et du coup, suivre nos actualités via notre fil LinkedIn ou notre newsletter. Voilà. Alors, pour en revenir au tableur, donc vous voyez que le deuxième onglet s'appelle le tableur, donc c'est assez simple. Il n'a pas encore de nom, donc on l'appelle comme ça. Et vous voyez qu'il peut être téléchargé ici. Donc, il suffit de cliquer ici. Ça ouvre une nouvelle fenêtre et là, on a deux versions. On a une version sur Excel et une version sur LibreOffice. Alors, je précise à chaque fois qu'il y a des personnes qui parfois nous disent, mais pourquoi avoir utilisé un logiciel Microsoft? Pourquoi pas uniquement du libre? Alors, nous, on a fait, disons que preuve de pragmatisme en fait, hein, à savoir que beaucoup d'associations qu'on rencontrait travaillaient avec Excel et on s'est dit, ben, on va partir de leurs usages pour ne pas freiner l'appropriation ou en tout cas la prise en main de l'outil. Et peut-être qu'après, vu qu'on a aussi développé sur LibreOffice, dans le cas d'une réflexion plus globale sur leurs outils, ils passeront au logiciel libre et la solution sera existante. Voilà. Mais on n'a pas souhaité directement et uniquement travailler sur LibreOffice au risque de perdre un certain nombre d'usagers potentiels. Alors, les deux sont possibles et les deux marchent. Donc, je vais partir d'Excel, peut-être parce que c'est ce qui est le plus utilisé, mais j'aurais pu faire la même chose avec LibreOffice. Donc, une fois que vous cliquez, ça va télécharger un dossier archive et dans l'archive, vous allez avoir un fichier Excel contenant des macros. Alors, du coup, quand vous allez ouvrir, ah oui, alors évidemment, j'en ai un qui s'ouvre, qui s'appelle déjà du même nom. Alors, du coup, quand vous allez l'ouvrir, excusez-moi, je vais juste fermer celui-là, que ça soit facile. Voilà, hop, tableur, enregistré. Voilà, je ferme celui-là pour vous montrer, ça évite d'avoir des conflits. Voilà, parfait. Alors, je repartage mon écran et on retourne sur l'archive. Parfait. Donc, je vais sur l'archive. Ici, j'ouvre le fichier. Et là, on va vous demander si vous souhaitez activer les macros. Donc, j'active la modification. Et ici, je mets les macros ont été désactivés. Il faut bien mettre activer le contenu. Voilà. Et donc là, vous avez donc un fichier. Je vais vous le présenter dans sa globalité. On rentrera dans le détail après. Donc, vous avez un premier recueil d'informations où il s'agit d'informations relativement générales sur les choix de l'association en lien avec sa convention collective ou sa pratique interne. Ensuite, vous avez un onglet qui décrit le personnel présent dans l'équipe, mais également les potentiels recrutements prévus dans l'année. Vous avez un onglet qui permet de calculer le coût journée salaire, un onglet qui permet de calculer le coût journée coût indirect, et ensuite un onglet qui permet de calculer pour chaque chantier ou pôle d'activité ou projet de l'association, quelles sont les dépenses prévisionnelles et quelles sont les recettes prévisionnelles et, in fine, quelle est la contribution de ce projet, de ce chantier ou de ce pôle d'activité à l'équilibre économique global de l'association. Je reviendrai là-dessus. Et ensuite, vous avez un onglet, alors pardon, je passe directement à celui-là, qui s'appelle compte de résultat global, qui à partir des informations saisies dans budget chantier, vous cliquez sur calculer et automatiquement, ça va vous remplir votre budget prévisionnel et vous afficher quel est le résultat prévisionnel.
Voilà. Donc ça, c'est particulièrement utile, par exemple, quand on doit éditer à pas de temps régulier, on monte des dossiers de subvention et donc on doit éditer des budgets prévisionnels. Bon, bah, ça permet en un simple clic d'actualiser sans avoir à recalculer à chaque fois combien vous avez de recettes ou de dépenses en fonction de ce que vous avez modifié. Voilà. Euh, donc, pour l'exercice que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remplir. Donc, je vais départager, repartager. J'ai commencé à remplir pour aller plus vite aujourd'hui un autre fichier, celui que j'avais ouvert avant d'ailleurs. Hop, et c'est celui-là que je vais vous présenter. Voilà, parfait. Voilà, très bien. Donc, du coup, ici, ce qu'on demande dans les informations générales, ça va être de mettre l'année courante. Si vous avez une convention collective, de l'indiquer. D'indiquer le nombre de congés hors samedi. On est parti plutôt sur un calcul jour ouvré. Si c'est pas votre cas, disons que ça peut être actualisé. Ensuite, on a indiqué, voilà, est-ce que le Pentecôte est férié ou pas? Est-ce que vous avez des RTT? Est-ce qu'il y a des ponts qui sont offerts, par exemple, aux salariés, pont du 1er mai, du 8 mai, etc., la Pentecôte, de l'Ascension, pardon. Et au final, ben, une fois qu'on a pris en compte tous ces éléments, quel est le nombre de journées qui sont travaillables? Alors, il y a écrit travailler, mais c'est travaillable dans l'année. Donc ici, en l'occurrence, on est sur un scénario 226 jours travaillables pour un salarié à temps plein. Euh, je passe sur ces petits boutons. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez en fait exporter le tableur sans macro et importer des données qui sont issues d'une version précédente du tableur. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit votre usage tout de suite, mais sachez qu'on a facilité, comme on était à un moment donné sur des versions 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Il y a des gens qui étaient un peu dépassés par la vitesse et du coup, ils se disaient, bah, nous, on n'a pas envie de tout ressaisir et donc on peut importer des données, ça évite d'avoir à tout ressaisir. Donc, à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est saisir les personnes de votre équipe ou les potentiels recrutements. La convention collective, si vous mettez par exemple, je ne sais pas moi, IDCC, je dis vraiment n'importe quoi, 5084, bon, bah, automatiquement, ça se met à jour ici. Et là, vous pouvez insérer votre logo. Ça peut faire partie de documents internes à présenter euh, en fonction de ce que vous demandent vos administrateurs ou vos financeurs. Donc, vous pouvez ajouter ou retirer une ligne, donc un salarié. Et là, ce qu'on va vous demander, donc j'ai mis des noms fictifs évidemment, hein, donc prénom, nom. Quel est le pourcentage de travail? Est-ce que ce sont des salariés à temps plein ou à temps partiel? Quelle est la masse salariale annuelle de l'opérateur? Donc, ça va être, je ne sais pas, le salaire net plus les charges salariales et patronales. Et ensuite, vous avez la part qui est considérée comme étant opérateur. Alors, ce qu'on appelle opérateur, il y a pas mal de langages pour définir ce que c'est qu'un opérateur, mais en gros, ce sont tous les temps qui sont considérés comme en production sur les activités ou projets de l'association. À contrario, les temps de secrétariat, de coordination, direction, gestion associative, etc., qui sont pas directement affectables à un projet ou une activité productive de l'association, sont considérés comme non opérateurs. Donc là, j'ai mis par exemple que si Marie Dumont, d'ailleurs, vous pouvez rajouter une colonne en disant quel est son poste, hein, vous pouvez mettre par exemple directrice, bah, Marie Dumont, elle a 100% et il n'y a que 60% de son temps de travail qui est affecté directement à des actions ou projets. Le reste, 40%, c'est son temps de direction, par exemple. Claire Collin, par exemple, elle est à 80% de temps de travail, mais elle est 100% affectée à des actions et des projets. Alors après, on va dans l'onglet coût journée salaire. Donc pareil, les choses se reportent. Euh, Vous avez donc le nom des salariés qui se reportent, leur pourcentage opérateur, non opérateur également. Et ça vous calcule automatiquement en fonction du nombre de journées travaillables dans l'année, le nombre de journées prévisionnelles que ces personnes vont avoir en tant qu'opérateurs ou non opérateurs. Vous avez saisi à l'onglet précédent la masse salariale prévisionnelle. Donc, on va en déduire un coût journée salaire pour chacun des salariés. Euh, Notez que les jours non opérateurs viennent non pas
ne sont pas prises en compte dans le coût journée salaire, mais sont prises en compte dans le coût journée coût indirect. Si ce que je dis est compliqué, je peux l'expliciter, hein. Mais voilà, sachez que tout ce qui est opérateur rentre directement dans le coût journée et tout ce qui est non opérateur rentre dans les coûts indirects qui sont non affectables et donc du coup qui vont être ventilés entre les différents salariés. Donc le temps de Marie Dumont de direction, qui, on a dit, c'était 40% de son temps de travail, équivaut à 15 929,20 euros, va être affecté au coût indirect et donc répercuté sur le coût journée global des autres salariés et le sien également. Voilà. Ensuite, pour ça, vous allez voir que c'est quelque chose qui se remplit automatiquement. Donc ça, c'est les coûts charge indirecte. Donc, ce sont le détail des coûts indirects de l'association. Alors, comment ça se remplit? À partir de l'onglet suivant. Alors, je vous présente l'onglet suivant. Ça paraît copieux, mais c'est pas grand-chose, hein. Donc, en fait, ici, j'ai essayé de mettre le plan comptable. Alors, évidemment, on peut toujours, on peut toujours ajouter des sous-catégories, ça, c'est tout à fait possible. Mais on va dire que ce sont les catégories comptables les plus fréquentes. Si vous souhaitez en rajouter, vous pouvez le faire. On peut rajouter une charge. Et là, quand vous ajoutez une charge, on vous demande le compte comptable et l'intitulé. Donc, vous pouvez le faire. C'est pas un problème. Et vous pouvez également en retirer. OK. Vous pouvez également retirer une charge. Dire, bah voilà, je voudrais retirer la ligne 39. Voilà. Ici, voilà, il vous dit supprimer la ligne de charge numéro et vous supprimez. Voilà. Et après, vous pouvez également tout simplement modifier le titre. Les cases ne sont pas bloquées, vous pouvez modifier, c'est pas du tout un problème. Voilà. Euh, donc en fait, moi, ce que j'ai mis, c'est le rappel, selon votre grand livre, des coûts indirects pour l'année 2023 et des coûts indirects pour l'année 2024 de sorte à avoir une référence pour l'estimation des coûts indirects prévisionnels pour 2025. Alors, vous pouvez ne pas le remplir si vous avez une idée assez claire des choses pour 2025, mais je trouve que ça peut aider d'avoir un peu cette comparaison avec les années précédentes, ne serait-ce, vous savez, en période d'inflation, pour voir en fait comment évolue chacun des postes de charge et éventuellement dans une perspective de renégociation ou d'anticipation. Voilà. Euh, donc ici, c'est totalement libre. Vous allez inscrire des chiffres pour indiquer quels sont les coûts que vous allez avoir. Ce qui est en orange se calcule automatiquement, c'est la somme par, que- par compte comptable. Et ensuite, vous avez un total. Donc là, en l'occurrence, 20 150 euros qui va être divisé, voyez, par le nombre de journées totales des salariés. Et donc, on est à 37,11 € de coûts indirects à affecter au coût journée des salariés. Donc, vous allez voir comment ça se fait, tout ça est automatique. Alors, je précise, ça nous a été demandé, ça j'en parlerai plutôt dans le niveau perfectionnement, mais une association nous a dit, moi j'aimerais bien qu'on puisse faire des catégories de coûts indirects parce que selon mes financeurs, j'ai certains coûts qui sont éligibles et d'autres qui ne sont pas éligibles. Donc en fait, on a créé des catégories. Donc on peut mettre un chiffre ici, catégorie 1, 2 ou 3. Imaginez, regardez ici, j'ai mis 1000 euros pour de l'électricité. Imaginons que mon financeur ne considère pas ça comme éligible. Donc, je vais dire, par exemple, que ma catégorie 1, c'est tout ce qui est éligible pour la région. Et catégorie 2, c'est ce qui n'est pas éligible pour la région, par exemple. Donc, ça permet en fait de scinder. Et vous allez voir par la suite pourquoi c'est utile. Voilà. Donc, vous pouvez ne pas vous en servir, hein. Peut-être que pour vous, tout est éligible. Parfois même, on a des financeurs qui rendent les coûts indirects forfaitaires. Le chiffre de 15% revient régulièrement. Donc, dans ces cas-là, tout ça n'a pas trop d'intérêt. Mais disons que si c'est votre cas, si vous avez des financeurs tatillons qui aiment encore passer du temps à décortiquer vos coûts indirects, cette fonctionnalité a été développée. Donc ensuite, pardon, alors je vais revenir à coût journée salaire. Donc en fait, en fonction de ce que moi j'ai saisi ici, tous ces chiffres, là, 2200, 5850 et 11100, vous allez les retrouver ici automatiquement répercutés de façon agrégée. Voilà. Et donc ensuite, vous allez retrouver les 15 929,20 € qui correspondent au salaire de Marie Dumont
pendant son temps de travail de direction, donc non affectable à une opération, un chantier, une activité, un projet. Et donc, vous avez un total de coûts indirects. Et donc, ce total de coûts indirects va être divisé, d'accord? Donc, vous avez les formules à l'intérieur, c'est ça qui est pratique pour essayer de comprendre, va être divisé par le nombre de journées totales annuelles de tous les salariés réunis. Voilà. Et donc, vous avez automatiquement calculé le coût journée unité jour salaire et le coût journée unité jour coût indirect. Et quand on somme les deux, on a le coût journée complet de chacun des salariés. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait automatiquement, en fait, hein. Donc, les seules cases que vous avez à remplir, finalement, c'est les informations initialement pour indiquer, selon votre convention collective, vos pratiques internes, etc., quel est le nombre de journées travaillables dans l'année, des éléments sur le temps de travail et la rémunération de votre personnel. Et ensuite, tout ça est reporté. Il vous reste plus qu'à calculer ou en tout cas à indiquer vos détails de coûts indirects et le reste se calcule tout seul en fait. Voilà. Ensuite, vous allez dans budget chantier et donc les montants de coûts journée sont répercutés avec le nom des salariés. Donc vous voyez par exemple que le salarié Marie Dumont, en fait, il y a 136 jours opérateurs à placer. Voilà. Et que le coût unité jour salaire correspondant, qui est indiqué là, est 276,99 €. Et après, vous avez les différents coûts indirects. Donc, au début, c'était pas, moi, je l'avais conçu de façon totalement agrégée, mais c'est les associations de notre cercle de testeurs qui ont souhaité que ce soit séparé entre le coût journée salaire et le coût journée charge indirecte pour s'y retrouver plus facilement, notamment dans les calculs de pourcentage de taux d'intervention de tel financeur qui peut dépendre. Il y en a qui prennent les points directs, il y en a qui les prennent pas, il y en a qui prennent à 15%, il y en a qui en prennent certains, pas d'autres, etc. Donc, en fait, on les a scindés entre les lignes violettes et les lignes bleues. Voilà. Donc, après, ce qui reste à faire, c'est déjà de votre côté, il y a une réflexion à avoir. C'est-à-dire, comment je construis mon budget? Est-ce que je le construis par projet? Est-ce que je le construis par domaine d'activité? Est-ce que je le construis par axe stratégique? Bon, voilà. Ça, c'est vraiment la liberté de chacun. Il faut que ce soit simple. En fait, c'est un outil de gestion interne. Donc, faut pas rentrer dans des mécaniques qui vous correspondent pas, j'ai envie de dire. Donc, en fait, vous pouvez dire, bah, par exemple, chantier 1, c'est animation nature, par exemple. Alors, il y a des associations d'éducation à l'environnement qui me disaient, mais du coup, alors quelqu'un veut poser une question? Non? Alors, des associations d'éducation à l'environnement me demandaient, mais est-ce que je dois faire une colonne pour chaque chantier nature à, à 700 € d'intervention? Je dis, ah bon, voilà. Il a été enregistré, hein. Je ne sais pas si c'est arrivé au début. Oui, oui. Voilà, je vous laisse couper votre micro C'est si vous n'avez Nathalie pas de Duforêt. questions. Voilà, je vous laisse couper votre micro si vous n'avez pas de questions, sinon vous pouvez évidemment poser des questions. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut avoir, quoi, c'est un outil qui doit vous rendre service, mais qui ne doit pas non plus vous manger la tête. Donc, ça veut dire que si vous avez 50 chantiers nature à 700 €, il y a peut-être moyen de faire une agrégation. C'est à vous de le juger. Il ne faut pas vous en rajouter si ce n'est pas nécessaire, en fait. Cet outil, il est vraiment pour avoir un pilotage le plus adapté en fonction des contraintes de vos financeurs. Si vos financeurs ne vous mettent pas beaucoup de contraintes sur certains chantiers, pas besoin de s'en rajouter non plus, hein. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la liberté de chacun de juger quelles sont les unités d'analyse pertinentes. Donc là, je mets des choses, animation nature, je vais mettre exposition, exposition, et après, je vais mettre, par exemple, restauration. Voilà, restauration de site. Voilà. Donc après, vous pouvez totalement ajouter un chantier ou retirer un chantier grâce au bouton macro. Alors, un petit conseil que je vous donne à l'usage, chaque fois que vous allez activer une macro, au cas où, enregistrez. Voilà. C'est toujours plus prudent parce que ce que j'ai pu observer parfois à l'usage, c'est que selon différentes choses, votre PC, parfois a des trucs ouverts, on ne sait pas pourquoi, ça plante. Bon. Donc, à chaque fois, enregistrer et ensuite activer la macro pour éviter de tout bug. Voilà. Il n'y en aura peut-être jamais, mais au moins, vous avez le fichier enregistré. Voilà. Donc, ce qu'on va vous demander ensuite,
Je vais faire un chantier 4 qui s'appellera communication, encore que communication. Je vais mettre publication, mince, publication, brochure technique. Voilà. Voilà. Donc en fait, on a 4 chantiers. Et je vais ventiler le temps de travail opérateur des différents salariés sur les différents chantiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie Dumont a 136 jours, Pierre Durand 226 jours, Claire Collin 181 jours. Eh bien, je vais ventiler ces jours, je vais les répartir, les éclater en fait entre les différents chantiers. Alors, petite chose, regardez, si par exemple je supprime le 31, ici, vous met la case en rouge pour dire attention, vous n'êtes pas à l'équilibre, il manque 31 jours. Donc, je sais qu'il faut que je mette 31 pour équilibrer. Voilà. Donc, vous avez des petites alertes comme ça. Je refais la manip. Voilà. Ici, je n'ai rien saisi. Il me met le 145 en rouge pour me notifier qu'il manque 81 jours pour avoir occupé tout le temps de travail prévisionnel de Pierre Durand. Donc, je remets 81 et là, je sais que c'est propre. Donc automatiquement, tout ce qui est en violet, tout ce qui est en bleu se calcule. Alors ce qui est en violet, je rappelle, ce sont les coûts journée salaire des salariés concernés qui vont être multipliés par le nombre de journées. Donc ici, je sais que Marie Dumont, elle est à 176,99 € de coût journée salaire multiplié par 50 jours. Du coup, ben, sur ce chantier animation nature, elle va coûter 8 849,56 € en prévisionnel. Pareil pour les autres salariés. Et après, vous avez le total à la fin. Ensuite, vous allez regarder les coûts. Alors là, ça vous indique les salaires non opérateurs. Donc là, en l'occurrence, c'est le temps de travail de Marie Dumont. Et après, vous avez les autres coûts indirects. Éventuellement, si vous avez fait des catégories, vous avez les différentes catégories qui apparaissent. Je rappelle que les catégories peuvent être très utiles si vous avez des financeurs tatillons qui vous rendent éligibles certaines dépenses de coûts indirects et d'autres non. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Donc, parfois, vous pouvez ne pas du tout avoir d'intérêt à utiliser ça. Et dans ce cas-là, vous avez uniquement salaire des non-opérateurs et charge catégorie 1 et le reste reste vide. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, alors ça, vous voyez, c'est totalement modifiable. Je peux le supprimer et le changer. Voyez. Vous avez des propositions qui vous sont faites pour l'identification et la prise en compte des coûts directs. Donc, les coûts directs, ce sont des coûts qui sont directement attachés, affectés, affectables à un chantier, un projet, une action, une activité. Et donc, vous pouvez dire, par exemple, bah, je sais que là, sur ce chantier, je vais avoir un stagiaire qui va me coûter 3 800 €, par exemple. Voilà. Ou je sais que ici, je vais avoir recours à une sous-traitance qui, je sais pas moi, va coûter X euros. Ou je vais faire appel à, je sais pas moi, un éditeur qui va me faire pour 500 € de brochure. Bon, voilà. Donc tout ça, vous pouvez le changer. C'est vraiment à titre totalement indicatif. Vous êtes libre de mettre ce que vous souhaitez. Vous avez un total. Le total, c'est le montant de dépenses du chantier, du projet, de l'activité concernée. Donc, on sait que le chantier animation nature coûte 31 129 € en prévisionnel sur l'année. Ici, vous pouvez ajouter une dépense ou retirer une dépense. Pareil, c'est pourquoi on a créé ces macros, c'est pour éviter que parfois certains rajoutent des lignes et des colonnes et que l'intégrité des formules soit altérée. Donc, en passant par les macros, ça permet qu'il n'y ait pas de problème. Voilà. Maintenant, on va s'atteler aux recettes. Donc, on a. Quelqu'un veut poser une question? Voilà. Donc, maintenant, on va s'atteler aux recettes, maintenant qu'on a vu les dépenses. Donc, sous chaque. Alors, ici, vous allez voir, pardon. Voilà. Vous allez retrouver les. Juliette, Oui? il y a plusieurs questions dans le chat. Je sais pas si tu veux les prendre au fil de l'eau ou si tu Oui, préfères alors tout je à veux l'heure. bien que quelqu'un me les donne parce que moi, je ne vois pas en fait. Ok, bah, si tu veux, je peux te les dire. Oui, Alors, la première question qui était posée, c'était comment désactiver les macros. Bon, là, j'ai répondu dans le chat. Il me semble qu'il oui, faut cliquer sur affichage, ensuite macro, et ensuite, il y a possibilité de désactiver la macro. oui, oui, tout à fait. On peut désactiver les macros. Alors, il y a dans la FAQ du site, vous avez Jérémy a mis une petite explication sur comment on active ou désactive les macros. Donc ça, c'est possible. Oui, oui. Ensuite, la deuxième question, c'était est-ce qu'il est possible d'ajouter des onglets comme par exemple le calcul de la masse salariale qui renseignera directement le chiffre dans l'onglet personnel? Alors oui, je suis à peu près sûre de moi puisque je sais que d'autres associations l'ont fait.
On s'était posé la question de savoir si on l'intégrait dans une prochaine version du tableur. Donc, en tout cas, il y a des associations qui m'ont dit l'avoir fait. Et vous pouvez totalement créer des... En tout cas, regardez, là, je le fais. Insérer un onglet. Voilà, une feuille, OK. Je peux totalement insérer une feuille de calcul intermédiaire. Et du coup, vous pouvez après, imaginons ici, c'est un chiffre que j'ai renseigné, j'ai mis 40 000. Vous voyez? Attendez, je vais le mettre à côté. Je peux totalement mettre non pas 40 000, mais une formule qui renvoie à des données insérées dans ma feuille 1. Donc ça, c'est possible. Très bien. Ensuite, il y avait une autre question qui était, peut-on exporter le tableur dans Google Sheets? Alors là, il me semble que c'est compliqué au niveau des macros. Oui, je pense que c'est compliqué au niveau des macros. Ouais, ça marchait pas. Enfin, ça Non, sautait. non. En fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est une fois le tableur terminé, bah, du coup, Mais par contre, Jérémy avait fait une tentative de développement sur LibreOffice, non? Ça, oui. Sur LibreOffice, les macros marchent. Ouais, donc du coup, peut-être LibreOffice. Mais en tout cas, sur Google, non, ça marchait pas. Mais par contre, des associations qui travaillaient sur Google Sheet, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont rempli totalement le tableur en faisant une première version. Et ensuite, après, elles l'ont exporté sans macro et elles l'ont chargé sur Google Sheet avec juste. Alors, si vous faites ça, c'est possible, hein. Par contre, soyez très vigilants à l'insertion et à la suppression de colonnes ou de lignes, parce qu'en effet, comme je le disais, selon comment c'est fait, vous pouvez perdre l'intégrité des formules. Voilà. Si vous insérez, vous savez, hein, dans Excel, par exemple, si vous insérez une colonne entre deux colonnes, les formules à la fin ici sont pas modifiées. Mais par contre, si vous insérez une colonne au début, ça risque d'être modifié. Voilà, pareil pour les lignes. Donc voilà, c'est juste ça ce sur quoi il faut être attentif. Il y a d'autres questions, Hugo? Oui, d'autres questions. Après, une question qui est assez spécifique. Peut-on utiliser le tableur avec le coût du travail chez nos partenaires au Togo? Voilà, je sais pas s'il y a vraiment, si ça change quelque chose. Euh, Ce sont des partenaires ou ce sont quoi? Ce sont des prestataires ou ce sont des salariés? Il faudrait préciser, c'est Cultive tes rêves qui a posé la question. Oui, ce sont les salariés sur un projet. Bah, du coup, ce sont les salariés, hein, on est d'accord. Oui, Bah, alors du coup, vous pouvez les mettre Alors oui, effectivement. Alors on n'a pas eu ce cas-là. Je comprends la question. C'est parce que peut-être, du coup, ils sont pas sur les mêmes bases de je pense que conditions de travail, les c'est ça? charges salariales, oui, les charges salariales, je ne sais pas si elles sont intégrées là dans le tableau, mais ça ne doit pas être les mêmes qu'en France. Alors, ce qui se passe, là, on n'a pas eu ce cas-là, mais ce que je préconiserais dans ce cas-là, ça serait premièrement de regarder si le temps de travail est le même, parce que ça va conditionner beaucoup de choses par la suite, en fait. Est-ce que ce sont des salariés qui vont avoir la même base de temps de travail que les salariés français? Ensuite, deuxième chose à regarder, ça va être ici, dans l'onglet coût journée, charge indirecte. Et ça, c'est vrai. Attendez, excusez-moi. Là, on parle du Togo, mais c'est totalement vrai, par exemple, d'une association qui aurait deux sites. Ça arrive, ça, hein. Et parfois, il est nécessaire de prendre en compte différemment les coûts indirects pour les deux sites. Et donc là, vous pouvez jouer sur les catégories en disant, par exemple, bah, moi, je vous ai présenté un cas où catégorie 1, c'était charge éligible pour tel financeur et catégorie 2, non éligible pour tel financeur. Mais vous pouvez aussi avoir une catégorie 1 qui serait les coûts indirects sur ce site et les catégories 2, les coûts indirects sur cet autre site. Donc là, dans l'histoire du Togo, on pourrait imaginer qu'il y ait une affectation des coûts indirects qui soit dépendante du pays dans lequel on est, par exemple. Voilà. Le seul point de vigilance, c'est cette histoire du temps de travail, à mon avis, à ce stade, parce qu'après, finalement, le coût salaire, bon, bah, vous mettez juste le coût salaire du salarié au Togo, quoi. Bon, voilà. D'accord, merci. Voilà. Voilà. Ensuite, il y Euh, avait une question. Ouais, peut-être qu'on peut finir, il reste deux questions. mhm. Euh, Comment saisir les alternants et les services civiques? Oui. Alors, moi, c'est ma pratique, hein, donc je vous dis, c'est pas chacun le fait un peu comme il le souhaite, mais moi, ma pratique, c'est que les alternants, je les saisis comme des salariés ici.
Voilà. Par contre, les stagiaires, je les saisis. Alors, un stagiaire, ça coûte pas très cher. Donc, c'est un choix, mais moi, je les saisis comme ici une ligne de coût direct, ce qui signifie concrètement que je n'affecte pas de coût indirect aux stagiaires, même si, in fine, ils utilisent quand même un peu d'électricité, un peu d'internet, un peu de téléphone, un peu de papier, et voilà. Donc, vous pouvez décider d'affecter des coûts indirects aux stagiaires, mais vu le montant, ça sera quand même très faible. Pour moi, ça vaut pas forcément le coup. Voilà. Donc, pour les apprentis, je dis oui, je les mets dans les salaires, puisque de toute façon, c'est des salariés. Par contre, les stagiaires, je les mets là. Et pour les services civiques, je ferai pareil que pour les stagiaires. D'accord. Ensuite, il y avait une question, comment fait-on si on a des charges indirectes de 15%, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, on va rentrer dans les recettes. Voilà. Alors, ce qui va se passer, je réponds à cette question et j'enchaîne sur la suite. Ça va Oui, très bien pour faire la transition. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous avez des coûts, une prise en charge par vos financeurs de vos coûts indirects à hauteur d'un forfait de 15%, euh, ça n'est pas pour autant que vous, ça vous coûte 15%. On est bien d'accord. Donc, ici, le fait que votre financeur vous prenne à 15%, ça n'affecte absolument pas vos coûts. Ça reste les mêmes coûts, en fait. Parce que je dis ça parce qu'il y a des associations qui me disent, bah, moi, mes coûts, c'est 15%. Et je dis, bah, attendez, c'est sûr ça? Ou ça, c'est ce que valorise votre financeur comme coût indirect. Mais est-ce que c'est la réalité? Et parfois, en calculant, la réalité, elle est plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est parfois 25 ou 30% de coûts indirects. Donc, du coup, pour éviter de se traîner des coûts cachés qu'on n'aurait pas pris en compte et d'avoir des mauvaises surprises à la fin de la clôture comptable, moi, je préconise toujours de mettre les vrais coûts prévisionnels dans ici la partie des coûts de l'analyse des coûts. Voilà. Par contre, là où ça va changer, ça va être dans la saisie des recettes. Donc, ce que vous voyez, c'est que en descendant, donc là, vous êtes en haut de la page, je descends et donc sous votre chantier 1, vous allez devoir saisir les recettes. Alors, nous, on a pré-saisi État, région, commune, intercommunalité, établissement public, organismes sociaux, fonds européens, emploi aidé, bon, etc. On a saisi différentes choses, des trucs qu'on retrouve assez classiquement dans les formulaires que nous fournissent nos financeurs qui sont à remplir. Mais vous pouvez totalement, comme toujours, ajouter un financeur ou retirer un financeur. Ce qu'on vous demande dans ajouter un financeur, on va vous dire bah, quel est son nom. Est-ce que c'est l'État, la région, et valider. Voilà. Donc, par exemple, je peux totalement décider ici que je vais l'appeler, je sais pas moi, j'en ai saisi déjà pas mal. J'ai mis allez, je vais mettre Office français de la biodiversité. Ça va être donc ici un établissement public validé. Alors, la macro, vous voyez, quand on active une macro, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Faut pas être pressé, ça va arriver. Et voilà, c'est fait. Et je le disais avant, à chaque fois, enregistré. Et donc, vous avez l'OFB qui s'affiche. Alors, ici, ce qu'on demande de saisir, c'est le montant prévisionnel de la subvention que vous allez recevoir. Sachant que vous pouvez mettre des montants prévisionnels de subvention si vous êtes dans un cas de subvention, mais vous pouvez aussi mettre des montants prévisionnels de prestations facturées que vous pensez recevoir. Alors, là, j'ai mis des montants à titre, voilà, vraiment totalement fictif. Et à chaque fois dessous, on vous demande de saisir l'information. Est-ce que votre dossier a été déposé? C'est déjà la première chose. Donc, si le dossier n'a pas encore été déposé, on met le montant automatiquement se met en jaune. Attendez, je vais en faire un, vu que j'ai saisi l'OFB. Je vais mettre quoi? 31 000. Allez, je vais mettre 7 500 de l'OFB. Voilà. Et je vais dire que là, le dossier a été déposé, donc ça passe au orange, mais pour l'instant, l'issue et le montant sont incertains. C'est-à-dire que je sais, j'ai déposé le dossier, mais je ne sais pas du tout si je vais être retenue. Voilà. Ensuite, là, j'ai mis une subvention de la région Occitanie, par exemple, 20 000 euros de la direction de la transition écologique. Et j'ai mis que là, par contre, le dossier avait été déposé et que l'issue et le montant étaient certains. Je suis sûre, j'ai une convention qui dit que j'ai 20 000 euros. Voilà. Et après, il y a un autre cas, c'est bleu.
Donc bleu, ça veut dire que le dossier est déposé, l'issue est favorable, mais le montant n'est pas certain. Donc on m'a dit par exemple, oui, oui, on va vous donner quelque chose, mais on n'est pas sûr de pouvoir aller jusqu'au montant que vous avez demandé. Donc visuellement, on a un code à 4 couleurs. Et donc, au fur et à mesure de la construction budgétaire, donc entre le 1er janvier, le 15 mars, le 30 juin, le 15 septembre, on voit comment évoluent les couleurs. Et du coup, à chaque fois qu'évolue la couleur, donc on passe du jaune au orange, au bleu, au vert, on voit quels sont les montants réels qui ont été attribués. Donc ce tableau, évidemment, est à mettre à jour à chaque fois qu'on a des nouvelles informations de coûts, des nouvelles informations de recettes. Et donc, l'information la plus stratégique qui apparaît quand on descend à nouveau, ça va être ici. Donc, j'ai le total des financements qui a été octroyé, donc public, privé, subventions, prestations, autres, bon voilà. Euh, et donc, vous allez voir quel est le différentiel, ce qu'on a appelé résultat chantier, entre vos prévisionnels de coûts et vos prévisionnels de recettes. Voilà. Donc, vous allez voir par exemple que le résultat du chantier 1, qui était les animations nature, dans l'état actuel des hypothèses de coûts et de recettes, il est déficitaire de 1 629 euros. A contrario, le chantier 2, qui s'appelle exposition, dans l'état actuel des hypothèses de coûts et de recettes, il est excédentaire de 2 877 euros. Et donc, en fait, ça se calcule automatiquement. Et donc, vous avez, en faisant la somme ici, un prévisionnel euh, de résultats sur ces chantiers-là qui sera déficitaire de moins 11 450 euros. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir équilibrer votre budget sur ces différents chantiers, vous allez devoir amener 11 450 euros de fonds propres de l'association. Alors, vous avez également un truc qui calcule automatiquement le pourcentage d'autofinancement. Et alors après, ce qui va faire la différence, parce que évidemment, vos administrateurs, c'est ça qui va les intéresser. On sait que voilà, les chantiers cette année ne s'équilibrent pas, 11 450 euros déficitaires. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que vous allez finir en négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que il y a des phénomènes qui vont intervenir en comptabilité, en clôture comptable, qui vont influer sur ce montant. Alors, les phénomènes, ça veut dire, par exemple, j'avais passé une provision pour risque, elle a plus lieu d'être, je la purge, donc ça fait un gain qui peut éponger ce 11 450 euros ou du moins l'atténuer. Ça peut être, par exemple, également, j'ai mal enregistré l'année dernière, je sais pas, mes recettes. J'avais oublié quelque chose et j'ai eu la bonne surprise. Par exemple, moi, ça m'est arrivé là dernièrement. J'avais complètement oublié que j'avais une aide au tutorat de mon OPCO. Du coup, je ne l'ai pas enregistré en comptabilité 2023. Et là, en clôture 2024, ils m'ont dit, mais au fait, vous n'avez pas, vous n'avez pas envoyé votre facture pour l'aide au tutorat. Ah bon, bah, bonne surprise, ça fait 1 350 euros. Voilà. Donc du coup, ce chiffre, il doit être nuancé par des éléments de comptabilité N-1 qui peuvent impacter la comptabilité N. Moi, je vous ai présenté un scénario positif. Oui, on avait oublié de facturer un truc, ou on a des provisions pour risques qui ont été purgées. Du coup, ça vient nous atténuer ou nous compenser la perte de 11 450 euros. À noter que vous pouvez avoir aussi le scénario inverse. Vous aviez oublié un coût, où en fait, vous avez un contrôle X ou Y, Z qui fait que on vous a rappelé des sommes et ça peut au contraire faire dégringoler cette perte-là à plus en fait. Donc c'est pour dire que ce qu'offre en fait cette vision budget chantier, c'est une analyse chantier par chantier de la contribution positive ou négative du chantier à l'équilibre économique global de l'association, mais le résultat comptable n'est pas toujours strictement égal au chiffre qui apparaît ici pour les raisons que je viens d'expliquer. Voilà. Et ça, vous verrez dans un niveau perfectionnement comment on a essayé d'intégrer ces coûts comptables ou ces recettes comptables
non prévues ou en tout cas indépendantes de ces 4 chantiers ou de ces chantiers qui peuvent impacter le résultat comptable de l'année. Voilà. Alors après, il y a différentes choses. Là, pour l'instant, on ne rentre pas là-dedans. Je vous ai mis ici, ça peut être utile quand vous fonctionnez en équipe, de marquer 2, 3 informations pour rappeler aux équipes quels sont les principaux objectifs ou livrables attendus de ce chantier, quels sont les prestats avec un peu plus de détails, qu'est-ce qu'on va acheter, etc. Donc, bon, vous pouvez le remplir, vous pouvez ne pas du tout le remplir, c'est à votre libre arbitre, hein. Voilà. Voilà. Et donc après, vous allez dans l'onglet compte de résultat global et vous avez un bouton calculer. Donc je vais, alors toujours pareil, j'enregistre avant la macro, voilà, et je vais calculer. Donc là, vous avez vu que j'ai modifié budget chantier en rajoutant des petites choses là. Donc j'avais fait calculer hier, mais je ne l'ai pas refait aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça change. Donc là, par exemple, j'étais à moins 46 950 euros. Alors pourquoi je suis à moins 46 000? Je sais pas ce que c'est. On va calculer, on va voir ce que ça fait. Hop. Donc la macro tourne, tourne, tourne. Hop, voilà, parfait. Super. Donc là, je suis à moins 10 950 euros. Alors pourquoi ça n'est pas strictement égal au moins hop, 11 450 qui apparaissait ici? Certainement qu'il doit y avoir un 500 euros, je ne sais pas, qui se trimballe quelque part, mais je ne sais pas pourquoi. Mais du moins, je vais le regarder. En tout cas, c'est un petit détail, ça doit être un petit bug, mais c'est pour dire que ce truc-là est assez pratique parce que ça évite en fait que vous ayez à reporter tous les chiffres d'ici. Moi, combien de fois j'ai fait ça là, d'aller reporter les chiffres? Quand on a des tableaux à 20 colonnes et à 50 lignes, c'est très très compliqué. Cette petite macro, elle est pratique. Et après, vous pouvez également créer une vue pour un ou plusieurs chantiers. Alors, ça veut dire quoi créer une vue? Ça veut dire, en fait, vous pouvez avoir le même tableau, mais pour le chantier 1, par exemple. Donc, je vais créer une vue. Faut-il créer un compte de résultats réalisés en plus du prévisionnel? Donc, pour l'instant, non. Voilà. Et je voudrais prendre une vue pour le chantier 1. Voilà. Allez, OK. Quel est le suffixe de l'onglet? Exemple, le suffixe test donne l'onglet capture test. Bah, le suffixe, ça va être, je vais mettre chantier 1. Voilà. Hop, OK. Voilà, donc là, la macro mouline. Hop, voilà. Vous voyez, compte de résultat chantier 1. Et donc, il va vous mettre le compte de résultat prévisionnel uniquement pour le chantier 1, si ça peut vous être utile pour certaines de vos demandes de subvention. Voilà. Bon, alors après, évidemment, les financeurs, des fois, ils ont. Combien de fois ça nous est arrivé, vous voyez, d'avoir des financeurs qui ont leur propre canevas, donc ça oblige quand même à recopier. Bon, voilà. Et parfois même, ils sont sur des plans comptables qui n'ont rien à voir avec le vrai plan comptable. Bon, euh, voilà. Disons qu'on a créé ça parce qu'on a vu que ça pouvait rendre service. Maintenant, si les financeurs ont leurs propres outils, parfois, ils veulent qu'on recopie. Donc, bon, voilà. Ça fait partie des aléas. Hugo, j'ai l'impression qu'il y a d'autres questions. Oui, effectivement. Alors déjà, il y avait une question qui remonte un petit peu, qui était euh, comment on fait si on a comment faire si les différents salariés n'ont pas le même nombre de jours travaillés? Et donc, par exemple, si des cadres ont plus de congés payés que d'autres. Oui, tout à fait. Alors, oui, oui, ça, c'est une vraie question. Donc, du coup, en effet, normalement, dans cet onglet information, on a une base qui est commune et du coup, bah, tous les salariés sont à la même enseigne. Voilà. Sauf qu'en réalité, en effet, il peut y avoir des distinguos entre cadres et non-cadres. Bon, pour X ou Y raison, on a parlé du Togo également. Donc, ici, dans l'onglet coût journée salaire, les choses peuvent manuellement si vous voulez, se retravailler, en fait. Donc après, évidemment, là, vous voyez, ici, il y a un petit calendrier 2025 qui dit, voilà, quel est le nombre de jours, le samedi, le dimanche, les fériés, les congés, les RTT, là, 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 et voilà le nombre de journées travaillables. Donc, tout ça est basé là-dessus.
Maintenant, si vous considérez que ça n'est pas la même réalité pour vos cadres, par exemple, ou pour vos salariés du Togo, il suffit simplement, vous voyez, de copier-coller ce truc-là, CTRL-C, CTRL-V, voilà, vous le recopiez, et vous mettez les bons chiffres, par exemple, j'en sais rien, moi, imaginons que eux, ils aient 12 jours de RTT, eux, ils en aient zéro, par exemple. Et là, au lieu de laisser la formule, vous calculez tout seul, vous, manuellement, vous faites votre propre formule basée sur le chiffre à prendre en compte, par exemple. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Disons que moi, je vous présente le cas où tout se calcule automatiquement, mais par contre, tout peut se personnaliser. Et donc, du coup, en fonction de vos situations individuelles, vous pouvez le personnaliser sans problème. Très bien. Ensuite, il y avait une question en rapport avec... alors, c'était, est-ce qu'il y a un endroit pour faire la différence entre les 15% forfaitaires et Ah oui, ce qui a pardon, été les réellement 15%. Oui, oui, alors dépensé? désolé. Ouais, désolé, j'ai pas répondu à la question des 15%, je me suis emballée. Donc du coup ici, pardon. euh, Imaginons en effet, alors souvent ça va être le cas des fonds européens, mais j'ai pas mis de fonds européens là. Bon, on s'en fiche. On va dire que la région Occitanie se base sur un forfait de 15% de coûts indirects. Donc ici, j'ai mis un 20 000 euros. Alors évidemment, moi, je déconseille de mettre des chiffres bruts comme ça parce que si vous partez en arrêt maladie, en vacances, en congé, et qu'en urgence, quelqu'un doit mettre le nez dans vos trucs et qu'il voit 20 000, on ne sait pas du tout comment ça a été calculé, comment ça a été estimé, est-ce que c'est une formule, est-ce que c'est fictif, voilà. Donc à chaque fois, moi, je conseille soit de mettre une formule, soit de mettre une zone de commentaires, soit de mettre les deux. Au moins, même vous, quand vous reprenez votre tableau en rentrant de vacances, vous vous rappelez de quoi ça parle. Alors, quand on a les 20%, ce que vous pouvez faire, par exemple, vous dites, ben voilà, la région Occitanie, elle intervient à un taux de 80%, mais par contre, pas de tout. Elle intervient à un taux de 80% des dépenses éligibles. Et les dépenses éligibles, c'est quoi? Ça va être le coût journée salaire, 15% de coûts indirects par rapport au salaire et les coûts directs. Donc, en fait, là, vous mettez une formule, vous mettez, bon, que ça va être 0,8 multiplié par entre parenthèses. Donc là, ça va être la somme des salaires, voilà, ici, plus un forfait qui est égal à 0,15 fois la somme des salaires. Alors, pour éviter d'avoir à le répéter, je peux mettre juste fois 1,15, hein, si on se suit, plus la somme des coûts directs. Donc là, je prends la somme ici. Voilà. Et je mets ce chiffre-là, 21, 0, 92, 87. Donc ça veut dire que je ne tiens pas du tout compte dans ma formule des lignes en bleu là. Vous voyez? Je force ma formule en mettant que c'est égal à 80% de mes salaires et un forfait de 15% des salaires de coûts indirects, plus les coûts directs. Et voilà le résultat. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a une autre question? Alors, oui, je remonte le fil parce qu'il y a pas mal de questions. Euh, la suivante était... j'essaie de la retrouver. Ah, voilà. Si un bug survient à l'insertion d'une ligne, est-ce que l'intégrité du tableau est compromise? Doit-on revenir à la version enregistrée? Ah là là, alors ça, c'est une question pour Jérémy. Oui, il me semble. Je ne sais pas. S'il y a un bug, s'il y a un bug, s'il y a un bug, s'il y a un bug. Bah après, moi, je suis pas informaticienne là comme ça, mais je dirais que si vous enregistrez avant d'activer une macro et que vous voyez qu'à la macro, il se passe un phénomène assez bizarre, vous fermez le tableau, vous reprenez la Oui, précédente version. Mais je suis sûre que Jérémy dirait autre chose. Et du coup, on va noter la question et on va la poser à Jérémy. Ouais. très bien. Ensuite, alors il y a deux questions qui sont en rapport avec les financements pas liés à des projets. C'est comment intégrer les financements globaux, subventions de fonctionnement, dons, etc. Voilà, alors oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une vraie question. Vous avez plusieurs façons de le faire et je pense que c'est un peu le doigté de chacun de décider. Alors, moi, par exemple, euh, je, notamment, je gère beaucoup de colonnes. Euh,
je trouve que c'est fastidieux de proratiser les cotisations, les subventions de fonctionnement sur 20 chantiers, quoi. Et puis, en plus, en termes de sens, c'est pas fou, quoi. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets ajouter un chantier. Alors, j'ajoute. Vous voyez, il est apparu, il est là, chantier 5. Et je l'appelle, comment je l'appelle? Bon, après, moi, j'ai ma terminologie, mais bon, je préfère pas, je vais l'appeler global. Voilà, voilà, global. Donc là, par exemple, si vous avez, imaginons, tout votre temps de travail est affecté à des chantiers entre guillemets productifs, voilà. Dans Global, vous n'avez pas besoin de mettre du temps de travail. Après, vous pouvez considérer que votre temps de travail pour les CA, les AG, etc., n'est pas du tout pris en compte dans le cadre des chantiers productifs, donc vous en mettez quelques-uns. Mais vous pouvez aussi, vos financeurs, à moins que ça arrive, hein, qu'ils soient tatillons, 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 ils iront pas forcément regarder si votre AG, vous l'avez organisé dans un jour qui était sorti de tout leur financement ou si vous avez utilisé le financement pour organiser votre AG. Bon, bref, ça c'est un peu vous et vos financeurs en fonction de de la relation que vous avez. Mais bon, bref. En tout cas, ce que vous pouvez faire quand vous avez des cotisations globales pour l'association et que vous avez des subventions de fonctionnement globales ou que vous avez des prestations globales, ça peut aussi arriver. Vous mettez alors soit quelque chose, soit rien là en fonction de si vous avez du temps dédié pour ça ou si c'est le temps des autres chantiers. Voilà. Par contre, en recette, ah oui, mais alors là, il m'a copié, je vais l'enlever ça. Hop, voilà. En recette, vous allez marquer vos cotisations. Et donc, attendez, je vais mettre cotisation, par exemple, je vais mettre, imaginons, 10 000. Voilà. Et ça, je pense que chaque année, je vais l'avoir, donc je mets 10 000. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas voir ventiler ces 10 000 sur les autres chantiers en disant c'est un prorata en fonction du budget de chaque chantier, donc je le ventile là, comme ça. Vous allez l'avoir dans cette colonne à part qui s'appelle global. Et donc du coup, ça va venir nuancer le résultat prévisionnel de l'année, hors ajustement comptable. Euh, donc du coup, évidemment, on sait que ça va venir boucher le trou de chacun des chantiers, mais en le mettant à part, ça évite de rentrer dans des mécaniques complexes et de toute façon, ça n'altère pas ce qu'on voit ici. En fait, en général, c'est pas le prorata de la subvention de fonctionnement et de cotisation qui va renverser fondamentalement la donne quand on voit qu'il y a un chantier qui est déficitaire de 7 000 euros, quoi, en général. Sauf, voilà, ça dépend des associations, ça dépend des montants budgétaires, ça dépend. Mais bon, ce qui est écrit là dans le résultat du chantier, en général, ça donne une indication de est-ce que c'est un chantier qui contribue ou est-ce que c'est un chantier qui consomme des ressources. Voilà, c'est juste ça. Donc moi, je vous conseille ça. Alors après, si vous avez peu de chantiers, que vous avez vraiment envie de ventiler vos subventions de fonctionnement, ventiler vos cotisations, faites-le, c'est pas grave. Au contraire, vous serez très très précis. Mais si vous avez beaucoup beaucoup de chantiers, je vous conseille plutôt l'astuce de créer une colonne supplémentaire, ça sera plus simple de gestion. Voilà. Hugo? Très bien. Oui, il y avait juste alors une question, parce que tout à l'heure, tu as répondu au 15%, mais en fait, la question se précise. Euh, En fait, la personne voulait savoir s'il y a un endroit pour faire, où on peut avoir un aperçu qui permet de voir la différence entre les 15% forfaitaires et ce qui a réellement été dépensé. Je sais pas si tu Non, avais bah en répondu à fait, ça. il faut juste faire un petit calcul, hein. En fait, c'est assez simple, hein. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, en effet, là, on n'a pas prévu le truc, mais il suffit simplement de regarder ce que ça donne 15% de la somme des salaires. Voilà, ici. Voilà. On sait que ça fait 2 878 et on voit combien ici coûte. Je fais la somme des lignes en bleu. Voilà.
Et on voit qu'il y a un gros différentiel. Alors bon, moi, évidemment, j'ai fait des hypothèses très, très fictives, hein. Donc, si je fais ça moins ça, je vois qu'il y a un différentiel de 4 000 euros que le financeur, qui sont inéligibles pour mon financeur, mais qui pour autant, pour moi, sont un coût. Voilà. Donc, voilà, on n'a pas forcément tout imaginé, mais rien ne vous empêche, vu qu'on est sur Excel et que toutes les cellules sont modifiables, de faire votre petit calcul à côté, vu que de toute façon, vous avez facilement accès aux informations pour faire des calculs. Voilà. Et alors Il y après, a il y a une une personne main qui levée. demandait. Ah oui, c'est Laurence. Laurence. Ouais. Moi, j'ai une question sur les coûts des salariés qui sont sur les fonctions support, Oui, justement dans ce budget chantier global, parce que donc là, on les reporte sur on reporte le coût oui. du travail qui n'est pas affecté au projet, enfin au chantier, sur tous les chantiers. Oui. Et est-ce qu'il y a la possibilité, on pourrait faire pareil pour ce chantier global, on dirait, elle a 3 jours là-dessus, comment est-ce qu'on pourrait le Alors, en effet, ce qui va se passer, c'est répartir? que... Pardon si je formule mal ma question. Non, je comprends la question, mais disons Ok. que, en fait, indirectement, la question, c'est comment on finance les fonctions support. Voilà. Donc, euh, bien souvent, moi, ce que j'observe, c'est que une association qui indique des temps salariés non opérateurs, donc par exemple du secrétariat, de la direction, un responsable administratif et financier, etc. Et du coup, si ces fonctions sont vraiment assumées comme étant non opérateurs et que l'équipe est relativement petite, ça pèse très lourd par rapport aux 15% forfaitaires. Voilà. Donc, face à ça, il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc, soit on dit euh, qu'on n'affecte pas, qu'on sous-estime la réalité vis-à-vis des financeurs en disant, bah, non, mais en fait, moi, Marie Dumont, oui, certes, en vrai, elle passe, voilà, elle passe 40% à faire de la direction, mais vis-à-vis des financeurs, je vais dire qu'elle passe que 20%, et du coup, je vais mettre que sur les chantiers, en fait, elle est opérateur. Donc ça, c'est une stratégie. Il faut juste faire attention à ce que, en termes d'exécution, vous soyez pas à des niveaux d'exigence de livrables très décorrélés des réels moyens humains qui sont affectables. Sinon, cette stratégie-là peut avoir des grosses limites. Voilà. Après, une autre stratégie, ça serait en effet, dans le global, d'avoir des subventions de fonctionnement ou des cotisations ou des prestations en quantité suffisante pour couvrir ces fonctions support. Voilà. Euh, donc après, ce que je dis, c'est que ça va dépendre en fait. Ça va dépendre. Donc, soit vous mettez au réel de ce que ça coûte vraiment. Donc, Marie Dumont, c'est comme ça, c'est 40% de direction qui est non affectable. Donc, je le mets au réel. Par contre, bah voilà, mon financeur 1 ne le prendra pas, quoi. C'est-à-dire, c'est 15%. Donc, tout ça, c'est écrété, il n'en tiendra pas compte. Mais je veux avoir une vision analytique, donc hein. Soit je dis bah en fait j'ai cette version-là, c'est pour moi pour savoir vraiment combien ça coûte le temps indirect, mais dans la version que je vais utiliser pour calculer mes demandes de financement, je vais mettre Marie Dumont non pas à 60% opérateur mais à 80. Voilà. Ou alors vous dites, ben voilà, je le mets au réel dans le budget global, mais par contre, il faut que je vois combien ça coûte pour savoir quels sont mes objectifs de rentrée pour couvrir ces fonctions support-là. Je ne sais pas, Laurence, si ça correspond à la question. Oui, ça correspond tout à fait à la question. Merci. Euh, ouais. Bon, après, il y a des précisions, mais je pense que je vais y réfléchir et D'accord. je reviendrai. Merci. Hugo? Ben, c'est bon, on a terminé avec les questions. Tu peux continuer. Ah, d'accord, ok. Alors après, un autre onglet qu'on a créé, mais je pensais plutôt en parler dans la version approfondissement, on a créé quelque chose qui s'appelle budget
chantier réalisé. Voilà, d'accord. Et donc ça a été demandé, c'était pas du tout dans la version initiale du tableur que j'avais créé, ça a été demandé par les associations et du coup on l'a intégré dans les priorités de développement de notre développeur. Les associations disaient, mais nous, ça nous aiderait au fur et à mesure de pouvoir suivre le distinguo entre ce qui a été prévu, et donc là, vous voyez, c'est rempli automatiquement, et ce qui est réalisé en termes de coûts. Comme ça nous permet de piloter un peu. Et pareil pour les recettes, ça nous permet de piloter, de savoir où on en est. Donc en fait, on a créé cet onglet à cet effet. Et ensuite, on a créé également quelque chose qui s'appelle compte de résultats réalisés, qui permet de se baser sur la réalité, non pas sur le prévisionnel. Voilà. Alors évidemment, comme je vous le disais, tout ça doit être nuancé par les mécaniques comptables. Voilà. Donc après, on a essayé de créer quelque chose pour calculer les reports de provision. J'en dirai vraiment aucun mot, surtout que cet onglet provision, alors je sais qu'il y a des férus de comptabilité dans la salle, il n'est pas consolidé, il faut que je le retravaille. Il y a des choses qui me conviennent pas et du coup, là, Jérémy a dû partir sur autre chose et j'ai pas fini de lui identifier le problème que me posait cet onglet de provision, mais pour moi, il ne va pas. Donc, du coup, voilà. Ce qu'il faut retenir, je pense, en fait, c'est que cet outil permet d'avoir en un seul tableau Excel ou OpenOffice la vision d'ensemble de la construction d'un budget d'association, un budget annuel. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une offre dans ce tableau qui est des calculs automatiques et des macros, mais en fonction des réalités de chacun, parfois, peut-être, il sera nécessaire d'insérer un onglet supplémentaire ou de faire une petite zone de calcul supplémentaire. Et ça, c'est totalement libre. Et parfois, certains l'ont fait de façon très naturelle. Et après, on a décidé de l'intégrer dans le tableur par des développements supplémentaires. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien garder le lien parce que ça nous donne des idées pour des développements futurs. Donc, en ce sens, si vous utilisez le tableur, n'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous voyez des bugs, si vous voyez des trucs qui marchent pas, si vous comprenez pas, si vous dites, tiens, moi j'ai fait ça, c'est super et ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, il suffit de nous écrire. Donc, ça permet d'avoir sur un seul tableau une vision panoramique des étapes de la construction budgétaire. Ça permet également de faciliter la visualisation du coût journée et donc une prise de conscience collective de combien on coûte, puisque parfois, pas mal d'associations ont du mal à savoir dire quel est le coût journée ou à se vendre au bon coût journée. Donc ça, c'est l'avantage. Ça permet également de gagner un peu de temps par l'activation de certaines macros, notamment je pense à celle qui permet d'avoir le compte de résultat global. Comme je vous dis, moi, combien de fois quand on a des tableurs à 20, 25, 30 colonnes, j'ai passé à me dire, putain, il manque un truc. Alors, je vous ai fait une démonstration en vous disant, voilà, il y a un petite erreur de calcul, on va l'identifier, mais en tout cas, ce truc-là, ça marche bien et c'est très pratique. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que cette visualisation-là en couleur, souvent, elle est très parlante pour l'équipe et pour les administrateurs, de même que l'identification du résultat du chantier. Est-ce que c'est un chantier qui consomme des ressources ou qui en apporte à l'association? Ça, c'est très parlant. Donc, ça permet voilà, de se dire, ben, est-ce que, voilà, comment je m'y prends? Tiens, ce chantier, ben, ça fait 3 années qu'il est déficitaire, on n'arrive pas à trouver de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le réduit? Est-ce qu'on l'aborde différemment? Est-ce qu'on en fait un outil support au service des autres chantiers? Voilà, tout ça, c'est des questions stratégiques. Et nous, ce qu'on a identifié dans nos travaux sur la santé des dirigeants associatifs, c'est que une des causes principales du mal-être, voire de situations limites, c'est euh, le fait que les dirigeants veulent, en tout cas, assumer comme une responsabilité personnelle l'équilibre économique de l'association, coûte que coûte.
Et du coup, c'est comme qui dirait, je me dois de, c'est ma responsabilité, c'est moi qui suis le directeur et qui doit assurer l'équilibre. Voilà, donc il y a un côté très, c'est ma responsabilité. Et du coup, nous, ce qu'on voit, c'est que quand il y a une difficulté, un contrôle européen, par exemple, ou finalement un financeur qui se désengage, un résultat comptable négatif, ça peut altérer considérablement, on va dire, la santé mentale. Et donc, du coup, nous, ce qu'on souhaite au travers de cet outil, c'est favoriser la construction en équipe en se disant, ben voilà, il y a quelques points clés sur lesquels on peut réfléchir ensemble. Et donc, certes, tout le monde dira, oui, mais c'est compliqué ces tableaux, moi, j'y comprends rien, j'arrive pas à mettre dedans, je suis perdue, moi, les chiffres, bon, évidemment. Mais par contre, on peut, par différentes captures, notamment, bah, c'est quoi mon coût journée et cette capture-là qui est de dire c'est quoi les codes couleurs, arriver à embarquer dans la réflexion des personnes qui sont peut-être un peu plus éloignées pour essayer de tendre vers plus de responsabilité collective dans l'équilibre budgétaire et dans l'identification des solutions quand on est face à des impasses. Notamment dans le contexte actuel, il y a pas mal de désengagement des financeurs et du coup, c'est important de pas de sortir de cette image de Zorro, c'est ma responsabilité à quelque chose de beaucoup plus collectif et engageant pour son équipe. Voilà. Alors, je vois qu'il y a d'autres réactions dans le chat. Est-ce que, Hugo, il y a des questions? Oui. Ouais, il y a celle de Muriel, du coup, où là on était resté, qui disait que sur le coût journée, en fait, elle calculait sur la base de 1820 heures annuelles, alors Mhm. que nous, du coup, on est parti sur le nombre de jours travaillés. Donc, est-ce que tu peux expliquer la différence? Alors, oui, alors évidemment, moi, je calcule jamais en heures. Donc, on calcule jamais en heures. Alors, du coup, la différence. Est-ce que je peux intervenir? Ouais, Alors, 1820 heures, c'est en fait le salaire annualisé à 151 heures par mois, ce qui oui. n'est effectivement pas le coût réel travaillé, tout simplement. Donc, ça veut dire que quand un financeur nous demande d'être aux heures travaillées, là, on revient sur 1600 et quelques, et Mhm. effectivement, on va sur du 220 quelque chose par an. Et si on fait les 226 par 7 heures, eh ben, on se rend compte qu'on est vraiment sur du temps de travail réel. Et les 1820, en fait, c'est que ça intègre les congés payés. C'est pour ça qu'on mensualise un temps plein à 151 heures. D'accord, je comprends. C'est plus clair? Ça Oui, va? oui, c'est plus clair. Mais par contre, du coup, d'ailleurs, le 1640, là, c'est souvent celui qui est pris en charge par les financeurs, en fait, parce que j'ai vu que, par exemple, en Occitanie, le FEADER donne des forfaits horaires. Et donc, du coup, je crois que de mémoire, c'est 1640 qui prennent Ouais. en compte. Et qui ne dansent pas les congés payés, c'est ça. Ouais. Et donc, là, j'avoue que je n'aurais pas de réponse directe à cette question parce que je raisonne jamais en heures, moi. Euh, mais j'imagine en fait que de me projeter dans une réponse satisfaisante. Euh, Alors, après, nous, comment on le fait? C'est-à-dire que de toute façon, la base de calcul reste le bulletin de salaire. Et dans le bulletin de salaire, si c'est mensualisé, vous êtes bien sur un total de 1820. Donc, certes, le calcul va être avec un nombre de jours travaillés, mais mhm. comme ça va être sur une base de bulletin de salaire qui, elle, est mensualisée, ça va aller. Je ne sais pas si je me fais comprendre, en fait. C'est-à-dire Mhm. que vous n'allez pas prendre vraiment votre taux horaire. Comment je vais faire? En fait, vous n'allez pas prendre votre taux horaire brut, vous allez prendre votre bulletin de salaire, le coût global du bulletin de salaire. C'est ça qu'il faut prendre en bas. C'est-à-dire que là, vous aurez la mensualisation et vos congés payés. Et donc, Mais alors, du coup, c'est dans le calcul de la masse salariale plus ben, que dans la dans masse salariale, ça va aller parce que la masse salariale, elle comprend les congés les congés payés. payés. C'est pour ça que je proposais un onglet, parce que justement, dans l'onglet, un onglet de salaire, masse salariale, et que ça renseigne directement cette cellule, parce que justement, là, tout est pris en fait. Vous Mhm. avez la mensualisation et votre coût global. Et donc, dans Mhm. votre masse salariale, les congés sont pris parce que vous avez pris la mensualisation. Et petite question, vous, vos financeurs, vous payez en fonction d'un justificatif d'heures de travail, c'est ça? Alors, ça dépend des projets. Effectivement, on établit un nombre d'heures et après, on fournit les bulletins de salaire, en fait, pour justifier le coût qu'on a
qu'on a pris pour calculer. Il se base sur les bulletins de salaire. Oui, oui, mais ça, qui se base sur les bulletins de salaire, ça, c'est pas vraiment un problème. Mais disons que nous, quand, par exemple, moi, mon expérience, c'est qu'on fournit les bulletins de salaire pour justifier du salaire décaissé. Oui. Mais après, en fait, on ramène le salaire à un nombre de jours et non pas un nombre d'heures. Et ben là, comment on fait? Non, c'est pas comme ça. On fournit en fait le temps de travail effectué. Mhm. Et comme après, bah, le coût, c'est le butin de salaire, donc la question ne se pose pas de ramener par un nombre de jours. Parce que le coût, ils le prennent directement sur le salaire, le coût chargé. Après, ça, c'est vrai que, bon, il y a de plus en plus de financeurs qui rentrent dans des simplifications parce que tout ça, c'est assez complexe. C'est vrai que nous, par exemple, on raisonne au pourcentage. C'est-à-dire qu'on ne raisonne même plus en jours quand on ventile, si vous voulez. Si je prends l'onglet budget chantier, aujourd'hui, on raisonne en pourcentage, dire, bah voilà, Marie Dumont, elle est affectée à ce chantier 25% et voilà son équivalent nombre de jours. Parce que, en fait, ce qui se passe, ou voilà son équivalent salaire. Parce qu'en fait, notamment, nous, par exemple, on a pas mal de fonds européens. Ce qui compte, c'est le pourcentage de dédication d'un salarié au projet, plus que le nombre de jours, puisqu'il contrôle même plus les agendas, en fait. Donc, on est sur des systèmes de taux fixes, et c'est clairement une grosse règle de simplification qui aujourd'hui commence à être adoptée. Donc après, j'avoue que je suis pas très à l'aise avec la mécanique des heures, et plutôt que de répondre à tout prix en disant quelque chose d'erroné, je préfère simplement répondre en disant qu'à mon avis, il doit y avoir moyen de faire une équivalence en insérant une feuille de calcul intermédiaire et en posant les choses de votre côté, il me semble. Mais là, votre tableau, il est très bien fait, hein, comme vous avez fait avec la masse salariale et le nombre de jours. C'est vrai qu'en répartissant le plan de charge, on y arrive très bien, hein. Parce Hmm. qu'il est super, votre Oui, tableau aussi, hein. et je rejoins Muriel sur ce point et sur le calcul du, du coût horaire ou coût jour Mhm. par rapport au bulletin de salaire qui comprennent du coup les congés payés. Mhm. Et Mhm. donc on s'y retrouve et on peut aussi parler, mais ça dépend des projets, ça dépend des financeurs, soit en pourcentage, soit en heures, soit en jours, Mhm. mais on s'y retrouve. D'accord, d'accord. Bon, bah tant mieux. Tant Et le mieux. tableau me semble très, 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 très bien fait aussi. Mhm. Super. Et comme vous l'avez noté, en fait, c'est quelque chose, c'est un commun. Donc, c'est un logiciel libre, donc c'est un commun avec une communauté d'usage. Et donc, du coup, parfois, si vous dites, ah ouais, mais ça marche pas, c'est pas, bon, bah, je laisse tomber. En fait, c'est, non, au contraire, faites-nous remonter. Nous, dès qu'on a des moyens, on réinvestit et on améliore le commun et ça servira à tout le monde, en fait. Vous voyez? C'est un peu ça la logique. Parce que c'est vrai que c'est un état d'esprit, les communs, en fait, hein. En fait, ça marche vraiment parce qu'il y a une communauté d'usage. Et donc, plus on pourra avoir des retours, plus nous, on se dira, bah, tiens, on n'avait pas pensé à ça, tiens, on va l'insérer, tiens, on va améliorer ça, etc. Je vous dis, la prochaine étape, là, c'est cet onglet des provisions qu'il faut que je règle, là. Vous savez, les provisions, c'est utile quand notamment on a des conventions pluriannuelles. Et vous savez, ce qui se passe, c'est que on se dit, bah voilà, j'ai une convention de 3 ans, j'estime que je vais avoir tant de recettes la première année, la deuxième et la troisième, sauf que mon financeur me proratise son soutien en fonction de ce qui a effectivement été exécuté année 1, année 2, année 3. Et donc, en fait, le montant que j'avais prévu n'est pas forcément égal à ce que je vais inscrire en comptabilité en fonction de ce que j'ai exécuté. Et donc, ces systèmes de report de conventions pluriannuelles, on veut en faire quelque chose dans cet onglet de provision pour essayer de faire relativiser parfois positivement des associations qui ont un résultat annuel négatif, mais dont finalement on peut nuancer la catastrophe par ces phénomènes de comptabilité de report. Voilà. Bref, bref. Donc pour vous dire que voilà, il y a des choses qui vont encore s'ajouter par la suite. Hugo, Pauline, Oui, d'autres et questions? justement, j'allais compléter parce qu'il y a quelques commentaires qui ont été faits justement sur le fait que c'est plutôt un prévisionnel financier et pas un plan de trésorerie et que c'est difficile de lier les deux. Et justement, Muriel se proposait de faire le lien entre ce tableur et la construction d'un plan de trésorerie. Je sais pas si Muriel, tu voulais dire quelque chose à ce sujet.
Eh ben oui, c'est-à-dire que moi je le construis comme ça. Le plan de trésorerie, c'est toujours à partir du budget prévisionnel pour voir où effectivement vont être les zones critiques au niveau de la trésorerie et pouvoir anticiper les négociations avec les banques, les partenaires, etc. Parce qu'en fait, j'ai répondu à quelqu'un pour qui c'était compliqué a priori de faire. Et ce que je peux comprendre, hein, parce que moi ça va, je suis comptable, donc c'est facile pour moi, c'est mon Mhm. quotidien. Donc, j'entends que ce soit pas simple. Et c'est vrai que quand j'ai vu votre outil, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi pas en profiter pour lier le budget prévisionnel et tout de suite mettre aussi le plan de trésorerie. C'est-à-dire Mhm. que Mhm. le budget prévisionnel s'établit et on a le plan de trésorerie ensuite. Alors après un plan de trésorerie, là, c'est que le plan de trésorerie de départ, après, ça se fait vivre un plan de trésorerie parce que il évolue tout le temps comme un prévisionnel, il n'est pas exact dès le départ. Et ce n'est qu'un prévisionnel. Et le plan de trésorerie évolue. Mais au moins, ça donne une tendance de savoir où est-ce qu'il faut être vigilant et qu'est-ce qu'on va anticiper comme creux de trésorerie. Tout à Voilà. fait. Et juste, c'est également un point important. Euh, Tout ça aussi demande à avoir une très bonne connaissance des dispositifs de financement de vos financeurs. Parce que, en effet, pour pouvoir établir le plan de trésorerie, il faut savoir à combien ils payent, euh, est-ce qu'il y a une avance, pas une avance, etc., etc. Et donc, sachez juste, à titre d'information, je vais vous partager mon écran. Donc, in situ, ce qu'on est en train de faire, euh, c'est de construire, de bâtir un plaidoyer interassociatif ou intermouvement, interfamille associative, pour montrer que dans une période de contraintes budgétaires, il y a des leviers pour améliorer les dispositifs de financement existants au bénéfice de la santé mentale des dirigeants associatifs. Et donc, tout ceci s'appuie sur des concertations qu'on mène entre associations et financeurs sur la base d'une grille de lecture qui est présentée ici. Et donc, en fait, cette grille de lecture vise à analyser conjointement entre un ou plusieurs financeurs et un ou plusieurs associations un dispositif de financement duquel on a été soit bénéficiaire, soit candidat, soit rédacteur, initiateur. Donc en fait, on saisit les caractéristiques du financeur qui répond, de l'association qui répond, du ou des, et les caractéristiques du dispositif de financement ou de la mesure. Et moi, ce que j'essaie de faire notamment avec mes propres collègues ou d'autres collègues associatifs, c'est quand on va réfléchir à répondre à tel appel à projet ou à solliciter tel bailleur, etc., c'est bien remplir ça au préalable pour savoir dans quoi on s'engage, en fait. Et notamment, alors il y a différentes questions sur, voilà, est-ce que c'est que du soutien monétaire? Est-ce que c'est une contractualisation annuelle, pluriannuelle? Est-ce que c'est un soutien minimum de, je sais pas, 1 an, maximum 3 ans? Est-ce que, voilà, est-ce que c'est un... bon, bref, il y a tout un tas de critères, je vais pas tout lister parce que c'est très, très long. Quel est le budget moyen alloué par projet? Quel est le taux de financement, le taux max d'intervention publique, le type de salaire, de dépenses éligibles, etc. Et en fait, à la fin, tout à la fin, il y a un truc qui s'appelle analyse de l'effet cumulatif. Et donc, je propose de mettre une note. Votre appréciation du niveau de complexité administrative de ce dispositif de financement. Donc, 1, c'est peu complexe, 5, c'est très complexe, et on le justifie. Et votre appréciation du niveau de risque de ce dispositif de financement entre 1 et 5. Et ensuite, à la fin, je pose la question, quel est le pourcentage estimatif de ce type de financement dans votre portefeuille de financement. Donc, évidemment, si la réponse, c'est voilà, c'est un financement qui est très complexe administrativement et très risqué, et dans mon portefeuille, ça représente un pourcentage supérieur à 90%, évidemment, ça va avoir des répercussions néfastes sur la santé mentale, pas que du dirigeant, mais globalement des bénévoles de toute l'équipe. Donc, en fait, en effet, pour établir un plan de trésorerie, c'est important de bien connaître les règles de gestion du financeur, notamment les délais de paiement, mais pas que. Et du coup, d'avoir aussi une réflexion stratégique, puisque moi, mon idée quand même dans ce webinaire, c'est faire passer le message que il est important, voilà, de démystifier cette fonction un peu de planification et d'adresser des questions stratégiques de façon plus collective dans l'association. C'est également de savoir vers quel financeur on peut aller et vers quel financeur il vaut mieux pas aller parce que ça nous correspond pas en fait. Voilà.
Donc, c'était une petite aparté. Si vous voulez en savoir plus sur ces concertations avec les financeurs, vous allez sur la page du site YesWiki qui s'appelle Concertation territoriale et vous avez le replay des 3 webinaires qu'on a organisés à ce sujet et toutes les informations. Et si vous ne les trouvez pas, il suffit simplement de me contacter et puis je vous donnerai les informations. Voilà. Très bien. Il y a une personne qui demandait tout à l'heure justement si ça serait possible d'avoir accès au fichier exemple que tu as montré Là, aujourd'hui. là, Oui, ouais, pas de souci. Pas de souci. Je vais le partager on va envoyer le compte rendu avec le replay et je mettrai ce fichier-là. Et notez bien hein, que j'ai identifié qu'il y avait un petit souci dans le calcul. Là, vous voyez, on est à moins 357. Et dans le compte de résultat global, on est à 142. Donc, je sais qu'il y a un petit delta de pas grand-chose. Je vais essayer de creuser pourquoi il y a ce delta. Des fois, c'est pas grand-chose, mais ça arrache les cheveux. Donc, voilà, je vous enverrai cet exemple-là, oui. parfait. Et après, alors, je sais pas s'il y avait d'autres questions Ouais, auxquelles on n'aurait pas répondu. il y en a une qu'on a Oui. loupée sur le bénévolat. Ah oui. Ah oui. C'était pour les associations sans salariés, est-il possible d'intégrer la valorisation du bénévolat, parfois éligible dans l'assiette de financement des bailleurs? Ah ben oui, 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 tout à fait. Si les bailleurs le prennent, évidemment, il faut toujours le faire. Donc ça, absolument. Donc après, euh, il faut que vous déterminiez sur quelle base vous valorisez votre bénévolat. Est-ce que c'est sur la base d'un SMIC? L'essentiel, c'est d'arriver à le justifier, en fait. Hein, parce que de toute façon, depuis 2020, les associations sont obligées de comptabiliser dans leur comptabilité en classe 8 le bénévolat. Donc, en effet, on incite à poser une base monétaire équivalente à une journée, une heure d'implication bénévole. Donc, oui, vous pouvez totalement utiliser ce tableur. Après, évidemment, si vous avez que des bénévoles, tout ça est un peu complexe parce qu'on calcule pas vraiment un coût journée de bénévoles. Bon. Mais en effet, vous pouvez totalement l'utiliser, c'est sûr. Super. Et alors après, il y avait une remarque de Luc D qui nous disait que c'était un très bon outil et qu'il était intéressé pour être référent pour ce fichier auprès de d'autres structures qui voudraient l'utiliser. Ben, super. Et ben voilà, s'il y a des personnes. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand moi j'ai conçu ce tableur, j'ai toujours dit qu'il fallait cultiver l'indispensabilité. C'est-à-dire quand je recevais des demandes dans des zones géographiques en France qui étaient très éloignées, pour moi, ça posait un souci. Je me disais, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens qui puissent faire un accompagnement de proximité avec cet outil. Donc, pour moi, l'idée, c'est qu'on puisse être plusieurs à être, entre guillemets, labellisés. Alors, vous pourrez regarder sur le site, on a une sorte de charte qui s'appelle Nous rejoindre, avec un système un peu de principes et valeurs partagées, avec des engagements réciproques des utilisateurs et de l'association in situ. Vous pouvez lire ça. Alors, on l'a pas actualisé depuis un petit temps, donc il y a peut-être des trucs un peu obsolètes, mais il faudra qu'on le révise. Donc en fait, si tant est que, en effet, euh, et c'est ce qu'on présuppose, hein, que l'énergie est tout à fait dans les valeurs de l'association, nous, on est tout à fait pour former des personnes qui seraient des relais d'accompagnement dans des territoires où on n'est pas présent, en effet. Donc si c'est votre cas, ben, contactez-nous. Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'autres remarques, il me semble. Après, si on Mhm. a loupé des questions, n'hésitez pas à intervenir oralement. Ah, alors là, il y a d'autres questions qui apparaissent dans le chat. Pensez-vous dispenser à nouveau cette session, pensez-vous dispenser à nouveau cette session de présentation à l'avenir? A priori, non. Ben, disons qu'après, il y a le reply, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est organiser une session perfectionnement. Maintenant, si on a beaucoup de gens qui disent, ben, nous, le reply, c'est fastidieux, on aimerait bien avoir une nouvelle session pour poser nous-mêmes nos questions en direct, ben, pourquoi pas, que je veux dire, disons que c'est, c'est très en fonction de la demande. Si on sent qu'il y a un besoin, on le fera. Voilà.
Et on nous Alors, demande aussi quand sera la prochaine session, enfin pour le perfectionnement. alors du coup, là, volontairement, je pense que c'est pas avant 2 mois, parce que c'est important que chacun l'utilise. Moi, il me semble que c'est important voilà, pour rentrer dans le dur, parce que si je rentre dans du perfectionnement alors que personne n'a jamais utilisé le tableur, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, on se dit, ça sera pas avant 2 mois. Voilà. Puis ça nous laissera peut-être un peu de temps pour résoudre, je vous disais, cette histoire de provision là qu'il faut que je me creuse la tête encore dessus. Vous savez, genre de truc, des fois, on a fait le tour 4 fois, on se dit, zut, j'ai essayé un peu me reposer, je reviendrai. Et puis en fait, d'une chose à une autre, j'ai pas abouti. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. D'accord, très bien. Euh, Et proposer l'onglet plan de trésor, je sais, c'était pour moi une très très bonne proposition. C'était Muriel, je crois, qui avait formulé cette proposition. Et du coup, je pense qu'il faut qu'on en parle pour pouvoir le budgéter et ensuite aller voir notre développeur et voir comment le prendre en charge dans le temps en fonction de ses disponibilités. Ouais. Parce que là c'est un développeur qui vous fait tout ça. Donc, qu'est-ce que tu appelles un développeur? Ben, en fait, c'est quelqu'un qui sait programmer des macros. Ah oui, d'accord. Oui, parce que le plan de trésor, en fait, il faut qu'il reprenne le plan comptable, tout simplement du budget prévisionnel. Après, de toute façon, il va pas tout reprendre parce qu'en fait, il faut la ligne, il faut qu'en fait ton budget prévisionnel s'affiche. Mais après, le plan de trésor, il y a des choses euh, qui vont pas pouvoir s'automatiser, c'est-à-dire quand est-ce que tel financeur paye. Voilà, il y a des choses qu'il faut mettre à la main. Mais Oui, mais tu vois, le truc, c'est que nous, dans l'idée de faire un logiciel libre, on veut éviter le à la main, tu vois, c'est-à-dire en gros l'idée c'est que ce soit entre guillemets robotisé de telle sorte qu'on crée un cadre qui soit générique et qui permette que chacun ait le même. Donc si par exemple il y a un petit formulaire à remplir sur quels sont les délais de paiement des financeurs, quels sont, je sais pas moi, est-ce qu'il y a une avance, un solde, tout ça, je pense que c'est bien qu'il fasse une petite pop-up à remplir et comme ça c'est automatisé. Alors évidemment, entre-temps, on peut toujours faire un bidouillage, hein, ça c'est pas la question. Mais je me dis, si on veut faire les choses bien, ça peut être pas mal qu'on le planifie dans les développements à venir. Ouais. ok. Eh Pour ben, ma part, vous pardon. connaissez mon Et mail. pour ma part, je ne... Pardon, oui. Alors, est-ce qu'on peut laisser finir Muriel et ensuite on prend la deuxième intervention? Parce que du coup, j'ai pas entendu ce qu'a dit Muriel à la fin. Eh ben, vous avez mon mail, donc vous pouvez me D'accord, contacter si vous d'accord. voulez. Voilà. Très bien, parfait. Et du coup, il y avait quelqu'un d'autre qui a commencé à parler, je n'ai pas entendu. C'était Pascal. Oui, c'est Pascal, voilà. Et j'ajoutais en fait sur le plan de trésorerie, moi je ne suis pas sur la même construction de plan de trésorerie que ce que viennent de citer Muriel quant au plan comptable. Oui, Moi je suis davantage sur la nature de dépenses, hein, donc sur des euh, voilà, des grandes lignes, des grandes dépenses, des grands flux financiers, plutôt que vraiment le plan comptable et voilà. Je préfère mettre salariés, enfin organismes enfin, social, je vais dire, salariés, organismes sociaux, etc. En dessous, éventuellement, donc les crédits et en dessous les fournisseurs. Enfin bon, voilà, ce que j'ai moi à la main, mais moi aussi je peux être du coup force de proposition si vous en avez besoin sur ce sujet. oui, alors du coup, ce qui se passe quand on fait appel à notre développeur, comme je vous dis, c'est un commun. Donc, en fait, la dimension collective est quand même très importante. C'est qu'en général, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, tiens, voilà, on veut faire un plan de trésorerie qui soit lié au budget prévisionnel global. Donc, on va mettre en commun qui a quel outil et on essaie de voir quel est le dénominateur commun et on travaille sur quelque chose qui fasse la synthèse de ça. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que le travail collectif permet de mettre en commun ce qui existe et finalement de rebâtir sur cette base-là. Voilà.
Alors après, il y avait Luc et Laurence, mais je ne sais pas dans quel ordre. Je crois que c'est d'abord Luc. Bon, bah, je prends la main, du coup, merci. Bonjour, bonjour à tout le monde. Juliette, on nous étions rencontrés Oui, lors d'une à Montpellier. journée à l'UM en présentiel. Donc, heureux de te Ouais. retrouver. Et super, vraiment, le tableau, je vois aussi l'évolution et tout ça, c'est vraiment top. Concernant le plan de trésorerie et la remarque sur le fait de le moins possible devoir aller maniper euh, et que ce soit tout automatisé. Mhm. Pour le mettre en place suite au prévisionnel, oui. Cependant, après, le plan de trésorerie, c'est bien quand même de le mettre à jour tous les mois. Moi, je le mets à jour tous les mois avec le rapprochement bancaire pour du coup ensuite avoir vraiment un plan de trésorerie à jour. Donc, on est obligé d'y intervenir, à Ah oui, moins oui. de faire un lien avec le logiciel comptable qui est utilisé, s'il y en a un qui est utilisé. Donc, Tout à fait raison, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme le budget chantier, à savoir en fait, on a des macros qui permettent de concevoir on va dire le cadre, et après c'est quelque chose qu'on va suivre et actualiser tous les mois. Donc oui, oui, il n'y a pas de contre-indication, je pense, hein, entre ce que tu dis et ce que j'ai dit avant. Donc non, pas de souci. en tout cas, voilà, merci Hugo tout à l'heure pour avoir relayé ma proposition. Voilà, comme je te l'avais déjà évoqué, je suis vraiment intéressé pour être à la fois référent sur ce logiciel-là et puis voilà, s'il y a, comme tu le dis, collectif pour y réfléchir, pour voir, pour tester tout ça. Voilà, tu Ah as bah mes super, coordonnées. carrément. Là sur ça, c'est ce genre de proposition on prend. Bah écoute, je fais pas de la macro et enfin, j'ai mis en place des petites macros et avec du logiciel VBA et tout ça là. Simplement, je pense que votre développeur sera X fois meilleur que moi. Cependant, voilà, pour regarder, tester et en plus d'être référent, voilà, contacte-moi, on trouve des créneaux avec grand plaisir. Super. Merci Luc. Merci beaucoup. Du coup, et après, il y avait Laurence et Pascal. Ouais, moi je voulais dire que c'était vraiment un très très chouette outil. Je pense qu'on va le tester pour notre organisation. Mais je voulais également essayer, comme j'ai un minimum une formation budget dans le cadre du parcours de formation à la méthodologie de projet de solidarité internationale. Par contre, on s'adresse à des associations la plupart du temps de bénévoles, Mhm. mais je vais quand même leur présenter l'outil si Mhm. ça pose pas de soucis. Aucun problème. Et voilà, c'était juste pour dire ça. Je pense que je vais l'intégrer à la, voilà, comment on dit, Eh ben, n'hésite pas à nous dire s'il y a des gens qui s'en servent et leur signifier qu'en cas d'usage, qu'ils n'hésitent pas à partager voilà, leur expérience et savoir s'ils ont identifié des bugs, s'ils ont des besoins. Nous, ça. Mutualiser les ressources, enfin, ça voudrait dire d'accord. que Vous entendez peut-être ma collègue? Ah oui, c'est ça. Je me demandais tout ça. Ouais, pardon. Non, c'est ça. chacun va vraiment. Très bien. Merci, Laurence. Et Pascal? Oui, bonjour. Oui, très heureux de voir ce tableau parce que je pense que l'essayer, c'est l'adopter. Il ressemble beaucoup à un tableau que nous étions construit au fur et à mesure des années, qui est un peu bâti pareil. C'est quelle association? Donc, c'est l'association Utopique Utopique. basée en Alsace et qui fait du portage de projet. Et comment dire, donc très petite association portée par un ou voire deux bénévoles pour tout ce qui est administratif et comptable. Donc moi, en ce moment, c'est moi qui m'y colle. Effectivement, je suis un peu insécurisé en tant que responsable, donc qui s'occupe un peu de l'administration en bénévole. C'est que le compte de résultat, je suis très content, et celui-ci est très bien, il ressemble beaucoup à ce qu'on utilise avec le plan comptable. On est en recette dépenses, qui est la façon la plus simple de tenir une compta. Mais généralement aussi, les financeurs, ils nous demandent de faire un bilan. Alors, mon tableau, lui, il fait aussi une présentation avec actif-passif. Et là, quand on n'a pas de formation en compta, ça ressemble à de l'acrobranche, quoi. C'est-à-dire, on a un truc qui ressemble à quelque chose, mais qui est fondé au niveau des comptes comptables sur
de la divination et de la boule de cristal. Et c'est pas très rassurant en tant que dirigeant associatif de ne pas avoir quelque chose de pro ou de fiable au niveau du bilan. Et je vois que votre tableau, j'avais un peu l'espoir que ça irait Non, aussi sur une non. présentation de ce type. Sur le bilan, non. On n'est pas sur le côté patrimoine, on est sur le côté plutôt flux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, en effet, ce tableau, alors je dis pas que c'est pas possible, hein, mais disons que c'est plus facile pour une association qui a une comptabilité d'engagement qu'une comptabilité de caisse, ou en tout cas c'est plus approprié parce que du coup la mécanique peut aller beaucoup plus loin et peut-être que quand on a une comptabilité entrée-sortie, ça peut être trop complexe. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que je l'ai testé avec des associations qui avaient une comptabilité entrée-sortie. Il y a un moment donné, j'ai l'impression de perdre totalement les gens. Donc, sur ce point-là, disons que moi, ce que je conseille là, en fait, en fonction des compétences bénévoles, c'est être sûr que l'outil va pas vous rajouter de la complexité si vous avez déjà quelque chose de très bien. Et après, par contre, par rapport au bilan, malheureusement, non, on n'est pas sur cette photo de l'association 3112. C'est pas ce qu'on regarde, en fait. On n'a pas alors, certes, on va intégrer à un moment donné, on peut faire des petits calculs de dotation aux amortissements, mais on ne va pas calculer le patrimoine. C'est pas ça l'idée, en fait. Donc, ça, c'est pas ce qui va répondre, malheureusement. Ok, merci. Je voulais juste ajouter, c'est un tableau budgétaire, c'est pas du Non. tout un tableau de trésorerie d'entrée-sortie. Et donc, et justement, c'est plutôt un plan de trésorerie qu'il faudrait pour ce type d'association que ça. Là, c'est Mais après, budgétaire. je ne connais pas d'autres outils qui pourraient être utilisés. C'est pour ça, si quelqu'un peut aiguiller, parce que j'ai entendu la demande hein, pour une petite association qui est en comptabilité entrée-sortie, savoir à quoi se référer pour avoir un bilan en fin de clôture. Je sais pas, si vous avez que ça, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. D'accord, oui, ça. Sinon, moi, ça me va très bien. Je vois qu'il y a sur le budget, donc il y a un budget global réalisé qui peut sortir. Moi, je me vois tout à fait intégrer un onglet intermédiaire avec justement recettes dépenses et que tout ça se ventile automatiquement dans le budget réalisé. Donc ça, je me vois très bien rajouter ça au niveau de la saisie, donc euh, de tout ce qui se passe dans les banques et dans la caisse, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Donc, et donc, oui, il me manquerait au niveau d'une petite association qui n'a pas beaucoup de patrimoine, en fait. Voilà, D'accord. on compte les assiettes dans le buffet, c'est tout. Et donc, de pouvoir quand même sortir un bilan minimum. Et dans ce cas-là, voilà, on Et a est-ce de que quoi envoyer ça. vous êtes en relation avec le DLA Alsace? Parce que peut-être du coup, en passant par le DLA, il y aura peut-être des réponses. Ah oui, d'accord. Non, non, pas du tout. Bah, je pense que ça peut être une bonne chose. Je pense que c'est France Active. Il faudrait Mhm. contacter DLA Alsace. Je vérifie tout de suite le contact. Comme ça, je vous le mets dans le chat. Vous avez Ah ouais, super. le numéro de Mhm. téléphone et voilà. Hop. D'accord, Ici, je merci. vois que c'est euh, coordonnées DLA. Voilà. Hop, je vais sur Grand Est. Voilà. Je vous donne Grand Est et en fait, il y a des interlocuteurs par département, parfois par regroupement. Comme ça, vous avez tous les numéros et les emails. Voilà, chat de groupe. Voilà, Grand Est. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont commencé à partir. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre un terme à ce webinaire, mais je vous propose qu'on reste en contact par email. Nous, on vous envoie le compte-rendu avec du coup le reply, le tableau que moi j'ai présenté où j'avais commencé à remplir quelques exemples. Je vais chercher la petite explication pourquoi il y a un petit delta là sur le calcul budget global. Et voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour, ça sera avec plaisir et on reste en contact pour ceux qui le souhaitent.